Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité. Et bonsoir, mes chers camarades. Bonsoir, De toute façon, nos mauduits s'inclinent. L'actualité politique, c'est l'ouverture aujourd'hui du procès en appel de Marine Le Pen, condamnée, rappelons-le, à 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires européens. Un procès qui se tient pendant un mois avec une décision attendue avant l'été. Mais la fille de Jean-Marie Le Pen le sait, son avenir politique à l'échelle nationale est en jeu. Je suis comme toute personne qui fait appel, pleine d'espoir. Voilà, je vais donc me présenter devant la Cour. C'est une nouvelle juridiction avec de nouveaux magistrats. Et donc, j'espère pouvoir convaincre les magistrats de mon innocence. L'image de la dirigeante est-elle abîmée? Son dauphin, Jordan Bardella, en tête des sondages d'opinion, sera-t-il le candidat du Rassemblement national en 2027? La dédiabolisation du RN est-elle achevée? On en débattra ce soir et on vous retrouvera en fin d'émission Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Un spécial faune. Ah oui, c'est ça, oui, avec... et ça veut dire amour en japonais, oui, mais c'était aussi le prénom d'une chimpanzé qui est morte à Kyoto. Elle avait 49 ans et pendant longtemps, elle a montré des capacités cognitives exceptionnelles pour reconnaître des chiffres. Eh bien, moi, je vous ai expliqué pourquoi la science des singes au Japon a quelque chose de spécifique. C'est magique. C'est magique. Et vous, Marie? Moi, je parle d'un loisir un peu secret, un peu illégal. C'est le gangsta fishing, la pêche de gangsters, qui consiste en gros à pêcher là où on n'a pas le droit de pêcher. Un peu anard, quoi. Un peu. À tout à l'heure. Et pour commencer, que signifie vivre, travailler, aimer, se déplacer au quotidien lorsqu'on mesure à l'âge adulte 1,32 m, qu'on est donc handicapé, à la fois invisibilisé et souvent sujet de moqueries et de discriminations indignes? Violette Vianney, présidente de l'Association des personnes de petite taille, chef de cabinet au ministère de la Culture et enseignante en musicologie, témoigne. Violette Vianney, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anne Ndiaye et Benjamin Sportouche. Nous accueillons donc une chef de cabinet au ministère de la Culture, la présidente de l'Association des personnes de petite taille. Vous avez préfacé cet ouvrage, une succession de témoignages, pour quelques centimètres en moins. Il y a un peu d'humour d'ailleurs dans ce titre, c'est voulu, aux éditions du Cherche Midi. Est-ce qu'on peut préciser ce que c'est que le nanisme? C'est lorsque, à l'âge adulte, l'on mesure moins de 1,40 m, c'est ça, hein? Alors, je serais même un tout petit peu plus précise. Donc déjà, le nanisme, ce n'est pas une maladie à proprement parler, comme les gens le disent. C'est une condition médicale qui est due effectivement à plusieurs formes de maladies qui sont soit osseuses ou hormonales. Effectivement, en général, les personnes qui ont une maladie qui implique un nanisme mesurent environ moins d'1,40 m. Et on peut osciller sur des tailles entre 1 m et 1,40 m. Et vous mesurez, vous? Moi, je mesure 1,32 m. C'est ça. On va évoquer ce que c'est que vivre au quotidien et puis votre combat contre les discriminations et tout, qui revêtent toutes sortes de formes. Après un point réalisé par Gaël Legras. Violette Vianney, grâce au livre que vous dirigez, vous souhaitez éclairer une réalité encore mal comprise. Pour comprendre le nanisme, interrogez notre rapport à la norme et à la différence. Vous avez le profil idéal. Parvenir à modifier le regard posé sur les personnes de petite taille, lutter contre les discriminations, la tâche s'est toujours avérée énorme. En 1975, TF1 diffuse un documentaire dans lequel plusieurs personnes de moins d'1,40 m évoquent leurs difficultés. J'ai manqué de me faire tuer à coups de pierre par des enfants. Franchement, c'est pas drôle. Et les gens voyaient de loin, ils assistaient au spectacle et ne disaient rien. Le notaire Jean Brissé-Saint-Macary, 73 ans à l'époque, témoigne lui aussi dans ce reportage. Un an plus tard, il cofonde l'Association des personnes de petite taille. Depuis l'enfance, comme vous, Violette Vianney, il souffre d'achondroplasie, la forme la plus courante de nanisme. J'étais considéré comme une sorte d'être anormal, de paria, qui devait supporter toutes les misères, toutes les méchancetés que l'on peut imaginer vis-à-vis d'un enfant pas comme tout le monde. L'association regroupe aussi certains proches, comme cette mère d'un enfant de 3 ans, consciente que pour son fils, l'accès à l'emploi sera sans doute compliqué. Mon ambition pour lui, c'est qu'il puisse faire dans la vie exactement ce qu'il aurait pu faire s'il avait été grand. Il n'y ait aucune forme de discrimination, qu'il choisisse l'emploi qui lui convient. En 2022, vous êtes élue présidente de cette association qui participe également à la recherche médicale et milite pour la visibilité dans les médias.
Vous vous appuyez sur les exemples de Peter Dinklage, Tyrion Lannister dans Game of Thrones ou de Mimi Mati, interviewée ici en 81 lors de ses débuts dans la troupe de Michel Fugain. Je tournerai jamais, je ferai jamais quelque chose qui peut tourner mon personnage en grotesque. J'estime qu'il y a une face qui est tellement jolie, qui est jolie, et moi je veux jouer sur cette face. Aujourd'hui, Violette Vianney, dans le livre, vous précisez « La dignité commence par le regard porté sur l'autre ». Oui, le livre, c'est celui-ci, Violette Vianney. D'ailleurs, vous témoignez vous-même et vous vous rappelez, par exemple, vous êtes au lycée et quelqu'un dit « Tu sais quoi, il y a une putain de naine au lycée ». Ça participe de ce genre de... En fait, ça participe à ce que plus couramment on parle de charge mentale pour les personnes qui ont une maladie ou un handicap. Et typiquement, c'est ça. C'est-à-dire que l'anecdote de il y a une putain de naine au lycée, on m'a raconté qu'il y a une soirée, comme il y en a dans tous les, avec les adolescents, telle ou telle personne avait appris que dans ce lycée, il y avait une putain de naine qui allait arriver en seconde. Et effectivement, c'était assez illustrant parce que c'est pas forcément des choses qu'on dit ou qui peuvent être acceptables, quoi. Bien sûr. La vie quotidienne, là où nous faisons un pas, vous en faites deux. Arriver dans un bureau, aller dans un supermarché, à une caisse, ou essayer d'accéder à une caisse de cinéma. Tout est compliqué, tout est surdimensionné. Rien n'est fait à hauteur de personnes atteintes de nanisme. Non, très clairement. Et donc ça pose le sujet et la problématique de l'autonomie, qu'on retrouve aussi dans d'autres formes de handicap, et notamment les personnes qui sont en fauteuil roulant. Oui, enfin, on sort, il suffit qu'on aille retirer de l'argent, qu'on aille à la boulangerie, là, qui a toujours ces étalages qui sont hyper hauts. Je n'ai toujours pas compris pourquoi ces étalages étaient aussi hauts. Je pense qu'effectivement, c'est au moins 1,50 m. Les rayons... le métro, le fossé très large entre le quai et la rame, pour vous. Les magasins de vêtements, alors que moi, pour le coup, je fais partie de celles et ceux qui militent et qui insistent sur le fait que l'image d'une personne qui a une différence est très importante. Donc, il faut, sans être clivante, c'est important d'être soigné. Donc, qui dit être soigné dit aussi s'approprier son corps et son image, et donc bien s'habiller. Mais en fait, bien s'habiller, ça peut être lourd et ça peut être chiant. Moi, il y a des jours, clairement, j'ai aucune envie d'aller faire des courses, même si c'est pour juste chercher un top noir, le truc le plus simple du monde, quoi. Donc, on est toujours en hyper anticipation. Vous dites, ma vie est une stratégie. Oui, ma vie est une stratégie. Alors ça peut faire, ça pour le coup, c'est les rédacteurs de nos textes, Paul-Henri Moinet et Marie-Hélène Gondry-Dalin, avec qui j'ai travaillé, et on a travaillé activement sur ce projet, qui l'ont pris tel quel. Ça peut paraître présomptueux, mais c'est pas le cas du tout. Quand je dis ma vie est une stratégie, c'est qu'en fait, on se lève, il faut toujours penser à, alors est-ce qu'il est 8h05, donc ça va être la sortie d'école, donc je vais pas prendre ce trajet. Je dois aller à tel rendez-vous où en fait j'étais mobilisée pour tel rendez-vous pour le travail, donc s'il faut que je parte avec un collègue, en fait je vais pas partir avec un collègue ou je vais prendre peut-être mon vélo. C'est un milliard de faits comme ça qui... Et c'est épuisant. Et ça peut être épuisant. Voilà. Après, encore une fois, on n'est pas, et c'est pas ma philosophie, on n'est pas du tout là pour susciter à la fois du misérabilisme ou autre, je déteste ça. Mais il y a un moment quand même, je ne conçois pas qu'on puisse faire, par exemple, une politique publique pour la charge mentale et à côté de ça, ne pas régler les quelques problèmes qui persistent, quoi. Alors, Violette Vianney, on va évoquer avec Anna un autre problème. Ça s'est passé il y a 6 mois. Une star du foot international a créé la polémique en louant des nains pour sa soirée de 18 ans. Oui, le 12 juillet 2025, Lamine Yamal, qui est un joueur prodige du FC Barcelone et de l'équipe nationale, fête ses 18 ans dans une villa aux abords de Barcelone. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais une vidéo et des photos ont rapidement fuité sur les réseaux. L'Espagne et le reste du monde découvrent à ce moment que des personnes de petite taille ont été engagées pour divertir les 200 invités, ce qui est absolument interdit par la loi sur le handicap en Espagne depuis 2023. Et donc l'association de défense des personnes atteintes de nanisme a immédiatement porté plainte. Le ministère des Droits sociaux a lancé une enquête dans la foulée pour possible atteinte à la dignité. Quant aux artistes qui avaient été engagés pour l'occasion, l'un d'eux a déclaré à la radio « Personne ne nous a manqué de respect. Laissez-nous travailler en paix ». Est-ce que vous comprenez son point de vue, que ce monsieur est en vie et accepte ces conditions de travail ?
Alors oui, je les comprends parce que d'une part, je ne le connais pas. Donc de deux choses l'une, je ne peux pas me permettre de penser à sa place, je ne connais pas sa situation financière ou autre. Et deuxième chose, je ne connais pas son rapport à son handicap. Mais c'est là où vous soulevez un problème et qui était déjà à l'époque de la jurisprudence de Morsang-sur-Orge avec le lancer de nain, il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'on met toujours face à face le principe de la liberté individuelle versus l'impact que ça a sur la manière dont on perçoit ce handicap ou cette différence. Donc finalement, on a et c'est Denis Piveteau, le conseiller d'État qu'on a mobilisé, qui l'exprime très clairement, à savoir il y a une dignité humaine qui est subjective, qui est ressentie par la personne qui participe à ces actes, et il y a une dignité humaine qui est objective, à savoir qu'est-ce qu'on renvoie factuellement comme image de la société. Et pour répondre, moi, de fait, l'affaire de Lamine Yamal, je la conçois pas en tant que représentante d'association. Je la conçois d'autant plus pas du tout, parce que précisément, on est dans cette logique de dignité humaine objective, et que quand on évalue. Quand les avocats ou les juristes qui nous sortent toujours le carton de Morsang-sur-Orge disent « bah oui, mais c'est sa liberté individuelle », ils ne mesurent pas du tout quel est le quotidien d'une personne de petite taille. C'est-à-dire que ça ne me poserait pas de problème si les photos prises à la dérobée, par exemple, ne s'étaient pas un sujet. Qu'il aille faire. Justement, oui, ça c'est l'autre combat que vous menez, c'est les réseaux sociaux. Ça amplifie les discriminations, ces photos qui sont prises à votre insu et qui sont mises sur les réseaux sociaux, par exemple. Oui, complètement. Et c'est aussi un petit peu l'origine, on va dire, de ce projet. C'est-à-dire qu'on voulait un petit peu contrer cette problématique de la photo volée, parce que juridiquement, on n'est pas du tout, factuellement, on n'est pas du tout protégé, on n'est pas du tout équipé. Et donc l'idée, c'était de taper un petit peu du poing sur la table pour sensibiliser l'opinion publique et dire qu'en fait, on dit non, ça va, elles sont intégrées, elles ont juste quelques centimètres en moins, mais en fait, non, c'est pas, elles ont juste quelques centimètres en moins. Ces personnes, il y a une problématique de réification. Les photos prises à la dérobée qui se retrouvent sur des groupes sur les réseaux sociaux du style amateurs de nains et compagnie, et encore une fois, j'invite tout le monde à se poser la question, est-ce qu'on ferait ça avec une autre condition physique ou une autre caractéristique physique? Je ne me permettrai pas de faire un combat d'idéologie, c'est pas du tout le but, et ce serait hors propos. Mais Une dernière chose, Violette Vianney, vous vouliez être chanteuse lyrique, enfant, jeune, vous n'avez pas pu l'être. Je crois que vous avez rencontré, vous l'évoquez dans votre témoignage, un baryton exceptionnel, il s'appelle Thomas Castoff, et ça a été une rencontre très intéressante et très bouleversante dans votre vie. Elle a été bouleversante dans C'est une personne de petite taille. C'est une personne de petite taille qui lui aussi donc un baryton qui est de renom, qui a une autre forme de nanisme, c'est pas la chondroplasie, et qui pour le coup lui aussi faisait difficilement de la scène, mais il a pu se faire sa carrière notamment via tout ce qui est le récital, les leaders et les mélodies, et le disque, parce qu'il était essentiellement chez Deutsche Grammophon. Et oui, c'est une des figures qui m'a donné de l'espoir, parce que nécessairement quand on est en situation de handicap, on essaye de se rattacher à quelqu'un ou un modèle. J'aime pas trop l'idée, mais ça, soit. Et oui, il le fut. Voilà. Maintenant, moi, j'ai absolument pas de regrets personnellement. J'ai évolué à une période où la question de la représentation dans les œuvres culturelles était, ou en tout cas de ce handicap, était problématique. Mais en attendant, quand vous lisez par exemple le reportage, la contribution de Jean-Baptiste Andrea, donc qui a eu le prix Goncourt surveillé sur elle, et qui explique que des producteurs lui disent très clairement qu'en fait, ça serait peut-être bien pour l'adaptation de son film qu'il repense à une autre forme de handicap, je cite, handicap plus acceptable. En fait, qu'est-ce que... Il y a encore du travail. Qu'est-ce que ça dit? Donc, il y a encore du travail. J'ai pas de problème à reparler de mes études de chant lyrique. Encore une fois, j'ai aucune amertume, mais c'est pour dire qu'en fait... le chemin est long, et j'aimerais bien que là, que ça avance. Et surtout, on voit que ça avance sur d'autres sujets, quoi. La cause animale, non pas que j'ai... Mais vous reviendrez en parler. Vous reviendrez en parler. J'ai pas de problème avec ce sujet, mais je vois pas pourquoi ça avancerait plus vite que la cause de, entre guillemets, de 10 000 personnes en France. Merci. Oui, 10 000 personnes, dont vous, Violette Vianney. Merci infiniment d'être venue témoigner pour quelques centimètres en moins aux éditions du Cherche Midi. Merci encore. On va passer à notre débat sur l'avenir politique de
de Marine Le Pen. Il dépend de l'issue de son procès en appel qui a démarré aujourd'hui à Paris suite à sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité. Jordan Bardella, donné gagnant en 2027 selon un sondage de l'Institut Odexa de novembre dernier, est-il plus qu'un plan B? Le parti d'extrême droite progresse dans l'opinion. Le vote de colère mu par la colère est-il devenu un vote d'adhésion? Débat après la mise au point de Sandrine de Calvez. La chef de file du RN sera fixée sur son sort d'ici l'été. J'espère pouvoir être entendu par la cour d'appel. Son avenir politique va se jouer durant le procès en appel pour détournement de fonds publics qui a débuté cet après-midi. En première instance, elle a été condamnée à 2 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Pourra-t-elle se présenter à l'élection présidentielle ou devra-t-elle être remplacée par Jordan Bardella? Hier, lors des vœux à la presse, agacé par les questions, le président du RN a assuré ne briguer qu'un second rôle en 2027. Et encore une fois, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Je vais peut-être vous faire un scoop, mais je suis candidat au poste de Premier ministre. Mais selon la dernière étude annuelle du cabinet de conseil Verian, le candidat Bardella, le plan B, est bel et bien plébiscité par les électeurs RN. 70% des frontistes le jugent en meilleure position que Marine Le Pen. Selon cette étude, les idées du Rassemblement national n'ont jamais suscité autant d'adhésion. 42% des sondés sont d'accord avec ses positions sur l'immigration, le regroupement familial ou le port du voile. Dans une France comme coupée en deux, le RN susciterait désormais donc autant la peur que l'espoir. Et ce n'est pas pour déplaire à Éric Ciotti, qui appelle les Républicains à suivre son exemple en rejoignant l'Union des droites aux côtés du RN. On m'a attaqué, on m'a accablé, on m'a agoni d'injures, mais beaucoup de gens me disent aujourd'hui « tu as eu raison avant les autres ». Vous savez, j'espère que d'autres vont venir. Alors autrefois contestataire, le vote RN est-il devenu un vote d'adhésion? Le Rassemblement national peut-il cette fois convaincre au point de remporter l'Élysée? Qui, du plan A ou du plan B, pourra endosser le rôle de candidat? Nos 3 invités pour le débat, Eddy Vautrin du Maine, bonsoir, directeur d'études du cabinet Verian, spécialiste de l'état de l'opinion. Vous avez publié le 11 janvier dernier un baromètre image du Rassemblement national pour Le Monde, commandé par le quotidien Le Monde et l'Hémicycle. Et selon vous, le RN a longtemps suscité un vote motivé par la colère, mais aujourd'hui, il arrive à être crédible sur ses capacités à gouverner en parlant de sujets qui intéressent tous les Français. Et vous ajoutez, c'est un vote attrape-voix qui permet de s'adresser autant aux ouvriers qu'aux cadres. À côté de vous, Baptiste Roger-Lacan, historien, spécialiste des droites. Vous avez dirigé l'ouvrage collectif Nouvelle histoire de l'extrême droite, France 1780-2025, paru au Seuil. Selon vous, les électeurs du Rassemblement national ne se contentent pas de glisser un bulletin dans l'urne pour provoquer ou choquer le bourgeois, comme on disait. L'adhésion à un discours anti-européen et anti-musulman n'est pas nouvelle. Et à côté de vous, Aurore Malval, bonsoir, grand reporter au service politique de Marianne. Selon vous, l'écosystème médiatique promeut l'union des droites et met particulièrement en avant la candidature de Jordan Bardella. Le cordon sanitaire entre les LR et le RN n'existe plus. On assiste à un véritable alignement idéologique. Et on va démarrer le débat, Benjamin, avec le chiffre du jour. Il concerne directement Marine Le Pen. 39% des Français jugent qu'elle est capable de rassembler au-delà de son camp, selon votre étude, donc, Eddy Vautrin du Maine. C'est une forte chute. 11 points de moins par rapport à 2024. Son image, donc, elle avait soigneusement construite, s'est brutalement dégradée. Est-ce que vous diriez que c'est en raison principalement du procès et de sa condamnation en première instance ? Complètement. Elle a fait office de paratonnerre et c'est elle, finalement, qui a canalisé une partie du mécontentement, des frustrations, voire même de la surprise d'un certain nombre de sympathisants RN et aussi, plus largement, des Français qui se positionnent à droite. Donc, finalement, elle s'est mise en avant, elle a protégé aussi le parti et elle a fait en sorte que le plan B devienne, peut-être un peu plus tôt que prévu, le plan A. Le plan B comme Bardella, c'est ça? Exactement. Alors justement, Baptiste Roger-Lacan, est-ce que son image est durablement abîmée sur le plan politique, symbolique pour elle? C'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est qu'elle a été prise à son propre jeu, puisque le Rassemblement national, dans les années 2010 notamment, a été un des partis qui poussait le plus pour le durcissement des peines visant les hommes politiques et les hommes et les femmes politiques condamnés pour des délits dans le cadre de leurs fonctions, notamment avec ces questions d'inéligibilité et d'exécution provisoire. Donc elle s'est fait prendre au piège, en un sens, de cette logique
qui participait d'une stratégie populiste qui était la sienne dans les années 2010, de jouer vraiment sur la colère contre les élites, sur l'idée qu'il y avait des élites politiques qui servaient dans la caisse et qui n'étaient jamais punies, en tout cas pas exactement. Et clairement, elle est prise au piège et effectivement, elle a, pendant le procès, en tout cas en première instance, adopté une stratégie de défense très différente de celle qu'a adoptée par exemple le MoDem pour des faits similaires, quoique moins importants en termes de masse. Et donc c'est vrai que pour l'instant, elle est très lourdement condamnée. Après, le temps politique est long, elle pourrait s'en remettre. C'est possible. Alors justement, long et en même temps assez court, puisque 2027, l'élection présidentielle, c'est dans 1 an et demi. Aurore Malval, est-ce que le plan B, on en parlait du plan B comme Bardella, désormais s'impose comme le plan A pour les électeurs du RN? En tous les cas, ça semble assez clair. 70% des sympathisants du RN jugent qu'il a plus de chances de remporter la présidentielle qu'elle, 20% seulement dans l'étude. Moi, je serais moins affirmative de l'impact du procès sur l'image de Marine Le Pen par rapport aux électeurs RN que mes collègues. Je pense que c'est avant tout un choix pragmatique des électeurs du RN, c'est-à-dire qu'ils ne jugent pas forcément que son image est abîmée, qu'elle est la responsable d'un système. Ils jugent que c'est un procès politique, qu'on veut empêcher leur candidate. Mais par contre, l'émergence de ce plan B, effectivement, leur a fait se dire qu'il était plus réaliste, que Marine Le Pen avait de fortes chances de ne pas pouvoir se présenter et donc que l'option Bardella était envisageable. Parce que quand on regarde d'autres items de votre étude, on voit que notamment l'item sur Marine Le Pen serait une bonne présidente, eh bien, il ne baisse pas. C'est celui de Jordan Bardella qui apparaît dans le classement et qui se positionne à 2%, 2 points de plus que Marine Le Pen, mais ce n'est pas non plus flagrant. Donc je pense que c'est davantage un pragmatisme, ce plan B, qu'un réel souhait, en tout cas dans l'électorat du RN. Effectivement, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que l'épisode judiciaire n'est pas le seul élément qui vient nourrir justement la situation actuelle de Marine Le Pen. On peut aussi considérer, et c'est ce qu'on note dans un certain nombre d'études, qu'aujourd'hui, les électeurs du Rassemblement national, ils sont fatigués et ils considèrent que Marine Le Pen est aussi en partie responsable de l'incapacité du Rassemblement national à arriver au pouvoir. Il y a une forme d'usure, vous diriez? Exactement. Ouais. Marine Le Pen, c'est la candidate à 3 reprises du Rassemblement national. C'est celle qui n'est pas arrivée à l'Élysée. C'est aussi celle qui, finalement, lors des élections législatives de 2024, qui n'est pas arrivée à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, il y a l'épisode judiciaire, mais il y a aussi l'usure et l'incapacité à enclencher l'étape d'après. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna la fenêtre d'Overton. Vous savez évidemment de quoi il s'agit. Le champ du politiquement acceptable s'élargit et il semblerait que ça se fasse non pas dans une indifférence générale, mais presque. Oui, la fenêtre d'Overton, c'est un concept des années 90 qui a été théorisé par un juriste américain qui s'appelait Joseph P. Overton. Alors, il faut imaginer une vraie fenêtre. À l'extérieur se trouve tout ce qui est de l'ordre des idées inacceptables pour la société. Je prends l'exemple, par exemple, du retour de l'esclavage ou de la colonisation. Et à l'intérieur, il y aurait les idées acceptables. Cette fenêtre, elle n'est pas figée. Ses frontières bougent constamment, de gauche à droite, avec l'évolution de la société. À une époque, notamment, le mariage homosexuel était à l'extérieur de la fenêtre et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais pour en revenir au RN, plusieurs événements ont permis de rendre ces dernières années leurs idées plus acceptables. Il y a d'abord l'apparition d'Éric Zemmour dans l'espace politique avec des idées encore plus à droite que celles du RN. C'est lui notamment qui a popularisé cette notion de grand remplacement et puis qui a fait l'amalgame entre islam et islamisme et ça a eu pour effet par comparaison d'adoucir les positions du RN auprès de l'opinion. Et plus récemment, il y a le rapprochement entre Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, et le RN. Une rencontre notable l'été dernier avec Jordan Bardella et puis un coup de fil au mois de décembre avec Marine Le Pen. Il le raconte d'ailleurs dans son livre « Journal d'un prisonnier ». Elle lui pose cette question « Allez-vous vous associer à un quelconque front républicain aux prochaines élections ?» Lui répond « Non, sans ambiguïté ». Baptiste Roger-Lacan, est-ce que par le passé, il y a déjà eu ce genre de glissement idéologique vers l'extrême droite de notre société ou l'inverse? Et qu'est-ce que ça raconte? Alors oui, bien sûr, notamment dans les années 1930, on a vu, alors, il ne s'agit pas de faire une analogie entre notre période et les années 30, mais il se trouve que dans les années 30, on a eu un phénomène similaire avec le grand parti conservateur de la Troisième République qui s'appelait la Fédération républicaine, qui a été pris vraiment dans un mouvement d'extrogir dans les années 30 et qui, notamment à partir de 1936 et de l'arrivée au pouvoir du Front populaire, a adopté des postures de plus en plus nationalistes, de plus en plus autoritaires, de plus en plus réactionnaires, et en s'alliant d'ailleurs avec des partis qui étaient d'extrême droite. Alors il s'agit d'une période pendant laquelle il n'y a pas d'étanchéité aussi forte entre droite et extrême droite
qu'après la Seconde Guerre mondiale, où évidemment la mémoire et le passé de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale vient lester les partis d'extrême droite et donc contribuer à les fragiliser et à compliquer toute forme d'alliance. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres moments dans l'histoire depuis où on n'a pas eu des tentatives de rapprochement, notamment dans les années 70 et 80. On voit dans les années 70 l'UDF avoir vraiment des échanges avec le Parti des Forces Nouvelles, qui était une scission issue du premier Front National, qui était tout aussi radical, voire plus radical à certains aspects que le Front National. Et dans les années 1980, avant que Jean-Marie Le Pen ne fasse sa fameuse déclaration sur les chambres à gaz comme un point de détail de l'histoire, il y avait des discussions au sein de l'UDF et au sein du RPR quant à savoir s'il ne fallait pas imaginer des formes de rapprochement avec le Front National. Donc les centristes et le parti de droite. Exactement. Ça a toujours existé, c'est un peu. En tout cas, c'est une question qui se pose à partir du moment où on a une extrême droite qui pèse. Par rapport à ça, moi je pense un des grands qui a théorisé, des hommes politiques qui ont théorisé ce cordon sanitaire, c'est Jacques Chirac, mais surtout en fait à partir des années 2000, Jacques Chirac en 1983, quand il a cette alliance pour prendre la mairie de Dreux entre justement une alliance UDF-RPR et le FN, Jacques Chirac dit « Je préfère 3 kidams du FN au conseil municipal que 3 ministres communistes au gouvernement ». Donc ça, il faut bien se replacer, ça ne date pas d'hier, et ce qu'on va observer un petit peu comme alliance de l'Union des droites à bas bruit aux élections municipales. C'est ce qu'on entend aujourd'hui chez certains, chez LR. Et alors, Eddy, votre indumène, pour revenir au Rassemblement national d'aujourd'hui, ce qui est assez nouveau, c'est qu'il suscite désormais autant l'espoir que la peur. 29%, on va le voir, de la peur, 29% de l'espoir. Donc il a gagné de fait en crédibilité. Il a gagné en crédibilité, il a aussi gagné en capacité perçue, en tout cas dans les représentations, à arriver un jour au pouvoir. Et finalement, cette capacité qu'il a aujourd'hui d'arriver au pouvoir, dans les représentations, en tout cas à minima, ça se voit assez bien lorsqu'on regarde ces chiffres-là, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, il y a une partie de l'électorat de droite qui considère que le grand soir, finalement, il est et il sera incarné par l'arrivée un jour du pouvoir, enfin du Rassemblement national au pouvoir. Et à l'inverse, on a une autre France de plus en plus mise en cause, de plus en plus minoritaire, même si elle n'est pas encore complètement minoritaire et elle continue à peser, notamment à gauche. Et ce que l'on voit finalement aujourd'hui, c'est 2 France qui ne sont pas antagoniques sur tout, sur lesquelles il y a encore des sujets sur lesquels elle peut faire alliance, et heureusement, mais néanmoins, par rapport à la posture, par rapport à la position à l'égard du Rassemblement national, effectivement, il y a 2 France, celle qui voit que le grand soir pourra passer par le RN, et celle qui commence à en avoir peur face à ce qui paraît de plus en plus inéluctable. Alors justement, on va s'intéresser à une archive, on va se reporter dans le passé proche. Le Rassemblement national inspire de l'espoir aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. En 2002, le Front national, dirigé alors par Jean-Marie Le Pen, suscitait révulsion et peur. Regardez, on est juste après la victoire de Jean-Marie Le Pen au premier tour de la présidentielle. Il avait obtenu 16,86% des voix des Français et les Parisiens sont dans la rue. Ils affluent de partout, des 4 coins de Paris. Ils sont des milliers à s'être donné rendez-vous place de la République. À 15h, le cortège n'en est déjà plus un. Tout l'Est parisien, entre République et Bastille, est paralysé, saturé par une masse compacte de manifestants. Faut pas qu'il passe, faut pas qu'il passe, c'est le seul mot, faut pas qu'il passe. Comprenez Jean-Marie Le Pen, évidemment. Et tous les slogans avaient une cible cet après-midi, le leader du Front National. Chacun y allant de son symbole. C'est pas une question de parti, c'est une question de citoyens, une question d'avenir, de la France qu'on va leur laisser, pour qu'ils puissent y vivre le plus librement du monde. Alors, Malval, il y a eu des manifestations dans toute la France. Aujourd'hui, ça paraît très loin, parce que quand on voit là aussi un autre chiffre, le Rassemblement national n'est pas un danger pour la démocratie, pour 44% des Français. Et c'est une forte baisse, là aussi. Oui, effectivement, on voit que 70%, c'était en 2002, au lendemain de ça. Et d'ailleurs, c'est particulièrement dans l'électorat de droite que ce pourcentage s'est érodé. Même si, il y a un mouvement global, évidemment, mais à cette époque-là, il était absolument hors de question de faire des alliances. Et c'était même l'item, il faut combattre le Rassemblement national. Effectivement, au fil des années, ça a chuté. Je dirais que là, on peut interpréter de 2 façons cette courbe aussi. Je pense que plus le Rassemblement national se rapproche de l'éventualité de prendre le pouvoir, plus il fait peur quand même à une certaine partie à la gauche qui résiste, et par contre, moins il fait peur à ceux qui imaginent que le Rassemblement national sera capable même de rassembler au-delà de son camp. Baptiste Roger-Lacan, c'est un vote de solution, un vote d'adhésion qui est vu, en tout cas, par la droite dont vient de parler votre voisine. De plus en plus. Alors,
d'une part parce que la droite du gouvernement s'est effondrée, c'est une des conséquences de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, c'est qu'en construisant cette coalition au centre, il a fait exploser, il a contribué à accélérer l'explosion de l'UMP, qui réunissait au moins deux tendances, c'est ce que montre assez bien Gilles Richard dans son Histoire des droites. D'un côté, une tendance nationale conservatrice, un peu identitaire, et de l'autre côté, une tendance libérale européenne. Ces deux groupes-là se sont amalgamés en 2002 pour créer une machine à gagner des élections, ce qu'elle a été. L'UMP a été un parti ultra dominant dans le champ politique. Et puis, à partir de 2012, ils ont continué à gagner à l'échelle locale, mais à l'échelle nationale, le parti est allé de défaite en défaite, sans compter en plus des combats des chefs qui ont épuisé le parti. Emmanuel Macron a pris avec lui l'essentiel des libéraux européistes, et donc il a laissé un parti diminuer, complètement incapable d'exister à l'échelle nationale, ce qu'a démontré l'élection présidentielle de 2022. Et donc il a accéléré en fait un processus que de l'autre côté, le Rassemblement national avait engagé dès le début des années 2010, qui n'était pas tellement un truc de... Au début, l'idée n'était pas tellement d'aller chercher des cadres des Républicains, l'idée était d'éroder l'électorat des Républicains et ponctuellement d'aller chercher un cadre qui en faisait une prise de guerre, mais une prise de guerre complètement inoffensive. C'est-à-dire que si vous prenez un ou deux types de LR, à l'intérieur du RN, ils n'ont aucun pouvoir de nuisance. Et là, on arrive un peu au bout de ce processus, c'est-à-dire qu'en réalité, les électorats, ils sont quasiment complètement poreux aujourd'hui. Les cadres des deux côtés résistent. D'un côté, parce que les cadres LR savent très bien qu'une alliance signifierait leur inféodation totale au RN, et du côté du RN, ils savent très bien que c'est pas du tout la même chose de faire rentrer tout d'un coup 45 députés, 130 sénateurs, des dizaines de maires de grandes villes, qui sont autant de gens qui prendront des places. Et c'est pour eux aussi sur les idées, Eddy Vautrin-Dumaine. Elles sont, les idées du RN, de plus en plus plébiscitées. On va le voir là aussi, 73% des Français pour la suspension des allocations familiales pour les délinquants récidivistes, 66% interdiction du voile islamique dans l'espace public, y compris pour certains à gauche, c'est-à-dire que le RN élargit son spectre quand même très largement, et ça c'est nouveau. Les idées du RN, en tout cas, élargissent le spectre, et c'est aussi ça, sans doute, qui nourrit le fait qu'il fait de moins en moins peur, notamment à droite. Ce qui est intéressant aussi vis-à-vis du Rassemblement national, c'est que ces thèmes-là, ça fait 25 ans qu'il en parle, le Rassemblement national. Et c'est aussi pour ça, aujourd'hui, que finalement, c'est le seul parti qui, pour une partie des Français, a une ligne politique qui est claire, qui est lisible et qui est compréhensible et qui permet de se projeter dans l'avenir. On peut résumer en deux mots, sécurité, immigration. Complètement. Et c'est aussi ça, la grande force par rapport à l'UMP aujourd'hui, les Républicains, c'est que finalement, à droite aujourd'hui, la clarté, la lisibilité et le parti politique qui permet d'avoir une dynamique et de se projeter dans l'avenir, c'est plus du tout les Républicains, c'est le Rassemblement national. Et Aurore Malval, sur le terrain, vous qui êtes grand reporter, on voit aussi des Français retraités qui maintenant veulent voter pour l'Assemblée nationale. Là, on a l'impression qu'il y a aussi un autre plafond de verre qui a sauté, c'est celui-ci, les CSP+, les retraités qui votent RN. Effectivement, c'était deux électorats qui étaient plutôt rétifs à ce vote, rétifs aux extrêmes, c'est ce qui revient souvent, et qui étaient vraiment des catégories des CSP trustées aussi par le centre élargi, c'est vraiment les électeurs d'Emmanuel Macron. Effectivement, on assiste à une radicalisation, aussi à une polarisation de l'électorat qui fait aussi que mécaniquement, ces catégories-là sont plus enclines à prêter une oreille au discours du Rassemblement national et en même temps le Rassemblement national qui va vraiment les courtiser. C'est-à-dire qu'à la fois, qu'il y a toujours eu une politique des discours en faveur des petites entreprises, des petits entrepreneurs, mais qui aujourd'hui essaie de crédibiliser justement son discours pour les plus grands, vraiment à destination des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des retraités qu'elle défend. Et on voit que ça fonctionne un petit peu dans tout le territoire, d'ailleurs. Et donc ça veut dire que Bardella rassure ses patrons aujourd'hui ? Alors, il rassure, mais pas sur les points, justement, pour nuancer ce que vous voulez dire. Il y a peut-être deux sujets sur lesquels la campagne électorale, et heureusement, elle aura un effet, sans doute, aussi sur cette Elle va solidité. pondérer. Elle va pondérer, et puis elle va aussi permettre à un certain nombre de sympathisants de droite de se positionner. C'est la question de la voix de la France et de la France à l'international dans le contexte que l'on connaît. Il y a quand même malgré tout encore des doutes chez une partie de l'électorat LR sur la capacité qu'aura un président ou une présidente de la République à avoir cette fonction-là. Deuxième sujet, c'est la question malgré tout des finances publiques et de la dette, avec aussi pour une partie de l'électorat LR, notamment les plus seniors, les plus CSP+, des interrogations, en tout cas à minima des doutes sur la capacité qu'aura le RN à régler cette question-là, mais surtout les sujets, notamment le régalien, effectivement, pour le coup, la porosité et la transition, elle a déjà eu lieu. Vous disiez quand même tout à l'heure que la ligne, elle était claire. En revanche, sur les idées et sur le programme, c'est quand même
assez flou à ce jour. Complètement, et c'est pour ça que la campagne électorale sera capitale. Il y a des ambiguïtés sur le programme économique, il y a des ambiguïtés sur le rapport au libéralisme, sur le rapport à l'État, et de fait, la campagne électorale, en tout cas, il le faut aussi pour la démocratie et son bon fonctionnement, elle devra apporter des éléments de réponse qui permettent aux citoyens, et pas seulement les Français de droite, de se positionner par rapport à une ligne qui aurait été tous les claire. partis, c'est flou actuellement, parce qu'on n'a pas beaucoup de Exactement. programmes sur la table non plus. Alors certains estiment que l'élection de Marine Le Pen ou Jordan Bardella en 2027 est écrite. Ce n'est pas le cas, bien sûr, de Raphaël Glucksmann, député européen Place Publique. On l'écoute. Que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, nous assumerons le combat politique contre le Rassemblement national en 2027. Et ce qui m'inquiète, c'est pas tant la force du Rassemblement national que cette tendance que je vois à l'œuvre absolument partout, et en particulier parmi les élites françaises, cette tendance à la résignation, comme si désormais l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite était devenue inéluctable. Eh bien non, moi je n'y résoudrai pas, nous ne nous y résoudrons pas. Baptiste Roger-Lacan, cette idée de résignation, pour vous, elle est nouvelle aussi ou pas, ou on la rencontre à d'autres moments de l'histoire de l'extrême droite face à d'autres partis? Alors on voit d'autres moments de l'histoire où des programmes d'extrême droite, en tout cas l'idée de travailler avec l'extrême droite apparaît comme préférable à une partie des élites, notamment économiques, plutôt que de l'aventurisme à gauche. C'est souvent quand même quand la gauche tout d'un coup apparaît trop radicale, il y a une partie des élites économiques du monde des affaires qui se tournent vers l'extrême droite, souvent en imaginant des formes d'union avec des forces plus traditionnelles pour par exemple. Exactement. Donc voilà. Après, je pense qu'il y a aussi une autre singularité qui est propre pour le coup au champ politique européen, c'est qu'il y a le cas de Giorgia Meloni qui en Italie, qui en France est, je pense, présenté de manière très indulgente par une partie des médias. Je pense que le double discours de Giorgia Meloni, qui parle couramment 3 langues, 4 en fait, romain, italien, français et anglais, et que je pense que les élites françaises écoutent beaucoup ce qu'elle dit à Bruxelles, pas du tout ce qu'elle dit en Italie, elles ne se rendent pas compte de la radicalité en fait du gouvernement italien actuel. Bon, voilà, quand même, pour pondérer tout cela, il faut dire qu'on n'a pas le casting de 2027, donc pour l'instant on se focus beaucoup sur ceux qui sont en lice, éventuellement Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Exactement. Et d'ailleurs, je pense que c'est très intéressant parce que quand on voit ce qui est à l'œuvre à droite, il pourrait tout à fait y avoir une recomposition de ces droites avec finalement un centre de gravité qui passerait. Aujourd'hui, on est beaucoup sur les questions identitaires et sociétales. On a de gros débats avec toute la question du budget, de la protection, etc. On pourrait basculer sur quelque chose de plus économique et sécuritaire. Et à ce moment-là, c'est pas forcément d'ailleurs une personnalité du Rassemblement national qui pourrait tirer son épingle du jeu. Et là, je pense notamment à des personnalités encore plus à l'extrême droite, comme Sarah Knafo, qui est souvent citée d'ailleurs par Laurent Wauquiez pour faire cette reconquête, pour faire cette grande primaire à droite qui irait jusque-là dans l'arc. Merci. Le débat est terminé, mais merci, vous l'avez nourri de manière passionnante. Merci encore à tous les trois. On va rester dans l'actualité avec Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. Le Japon pleure Ai, une femelle chimpanzé morte à 49 ans et dotée, paraît-il, d'une intelligence supérieure. Et puis on fait le point sur le gangsta fishing. Mais le mot vedette du jour, tout d'abord, c'est Mar-a-Lago face, le visage Mar-a-Lago, car les Américaines trumpistes se font refaire le visage avec pommettes saillantes et bouche en forme de rebord de cuvette pour épouser les canons de beauté qui plaisent aux milliardaires. C'est entendu. La Mar-a-Lago face, c'est une tendance. C'est quoi le Mar-a-Lago face? La Mar-a-Lago face. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Mar-a-Lago face, terme américain traduisible par tête Mar-a-Lago, en référence au QG floridien du président américain, désigne l'épidémie de visage refait selon les options plastiques de celui-ci. Selon plusieurs chirurgiens esthétiques interrogés dans USA Today du 8 janvier, 2026 pourrait sonner le glas de la Mar-a-Lago face. La Mar-a-Lago face signifie à minima dents aveuglantes, sourcils circonflexes, sclérose faciale, dopée d'une mâchoire prognate au masculin ou de pommettes super 3D, lèvres airbag et maquillage camion volé chez les dames. En résumé, selon un champion du bistouri new-yorkais, excessif, surchargé, ridicule. La Mar-a-Lago face n'a rien d'une anecdote cosmétique, elle relève de la posture politique et du serment d'allégeance. L'entourage personnel et professionnel de la star de télé-réalité devenue PDG des États-Unis sont façonnés par un code du beau qui reflète son obsession du clinquant, du fake et du stéréotype de genre. Difficile de distinguer une collaboratrice d'une porn star, profession appréciée du président.
À la Maison-Blanche, cette hypersexualisation vaut certificat d'aptitude. La ministre anti-migrants, par exemple, sans compétences notables en la matière, a mar-a-lagoisé son minois et obtenu le job avec pour ordre de mission du chef « Je veux ta tronche dans l'écran ». S'humilier par ambition se pratiquait déjà au XVIe siècle, sous le règne d'Élisabeth Ier. La lèche-cuterie consistait alors à se noircir une dent pour ressembler à la reine aux ratiges pourris par le sucre. Désormais, pour devenir l'élu du patron, les aspirantes en sont réduites à organiser l'érection présidentielle. Pour voir le calice jusqu'à Lago. Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Alors, un spécial faune mondial. On part au Japon, mon cher Xavier. Ai, ça veut dire amour en japonais. C'est le nom d'une femelle chimpanzé qui avait 49 ans, qui est morte à Kyoto il y a quelques jours et qui a changé, selon les scientifiques kyotoïtes et japonais, notre manière d'appréhender l'intelligence des primates. Et vous nous parlez un petit peu de la science. Primatologie, exactement, Elisabeth. Le 3 décembre 1948, sur l'île de Koshima, on se trouve tout au sud du Japon, comme à son habitude, Imo lave ses patates douces. On lui a fait ça habituellement, c'est-à-dire qu'elle les frotte dans de l'eau de mer. Parce que ça donne ce petit goût salé qu'elle apprécie beaucoup, que sa communauté apprécie également, parce que Imo est une macaque, une femelle, elle est assez jeune, hein, elle a 1 an et demi, sauf que ce jour-là, elle est observée par une équipe de scientifiques venus de Kyoto. C'est une équipe menée par Kenji Imanishi. Alors, le geste avait déjà été observé, mais pour la première fois, il est étudié de manière scientifique. Donc, c'est de la primatologie. C'est ça, hein, l'étude des singes. Alors, c'est une discipline qui naît, et ça, c'est assez particulier, dans plusieurs foyers, mais avec des ambitions différentes. Hein. Dès le XVIIIe siècle, en Europe, vous avez déjà ce désir d'étudier les singes, vous savez, dans ce grand mouvement pour classer, hiérarchiser, nommer toute la faune du monde entier. Mais alors là, on est dans une réflexion sur quel est le rapport de l'humain avec ces étranges animaux qui nous ressemblent énormément. C'est extrêmement mécanique, hein. On étudie les squelettes, les morphologies, puis vous avez d'autres foyers de primatologie dans le monde. Et il y en a un au Japon qui adopte une voie originale, c'est la volonté d'étudier le comportement, la sociabilité. Alors pourquoi au Japon ? Eh bien justement parce qu'au Japon, nous sommes dans un univers culturel où le rapport de l'humain à l'animal est complètement différent. Il n'est pas du tout considéré comme une machine. Il y a même une proximité. Et le primatologue dont je vous parlais, hein, Kenji Imanishi, est baigné de cet univers-là, l'idée qu'il y a une harmonie dans la nature entre le vivant, l'animal, le végétal. Et donc, il met en place toute cette réflexion autour des comportements des animaux qui a une influence inconsidérable parce qu'on va retrouver des grands noms de la primatologie, hein, c'est-à-dire nous avons Diane Fossey, nous avons Jane Goodall, qui s'inspirent de ce qui se fait dans l'Institut de recherche sur les primates de Kyoto, avec ici la volonté d'étudier les macaques, mais surtout d'étudier les chimpanzés. Et celui dont vous parliez, Ai, qui veut dire amour, donc, est arrivé en 1977. Elle vient de la forêt guinéenne, donc de l'Afrique de l'Ouest. Elle est toute jeune hein, quand elle arrive. Elle a 1 an et durant toute son existence, elle est morte à 49 ans. Elle a montré des capacités cognitives absolument remarquables, la capacité d'identifier des caractères chinois, des caractères de l'alphabet, des chiffres également, des couleurs aussi. Et tout cela, eh bien, ça a fait qu'on l'a surnommé le génie. C'est un génie authentiquement, ce singe, et ça a fait réfléchir aussi sur la manière d'appréhender l'intelligence des primates, sachant que nous sommes tous des primates. Et oui, c'est important de le dire. Alors, on lui a appris beaucoup de choses. On ne lui a pas appris à faire la grimace, évidemment, Elisabeth, puisque ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend. Mais oui, c'est votre cousine, voilà, en quelque exactement. sorte. Ah oui, cher Xavier, voilà, et la nôtre à nous tous, et on en est ravis. Alors Marie, une pratique, côté poisson, une pratique qui prend son envol avec les réseaux sociaux, évidemment, les réseaux sociaux, le gangsta fishing. Oui, gangsta fishing, la pêche de gangsters, c'est un surnom ironique évidemment, qu'ont trouvé ces adeptes, des pêcheurs français plutôt jeunes, souvent urbains, en quête d'un peu plus d'adrénaline que dans ce qu'ils racontent comme la pêche à papy. On attend des heures assis comme ça sur le tabouret pliant en attendant de toucher du gardon. Non, là, le gangsta fishing, l'idée c'est d'aller pêcher dans des endroits interdits. Des châteaux, des manoirs, des étangs privés, souvent déserts, sauf une fois par an pendant les cousinades, explique Antoine, pêcheur de 20 ans, qui a accepté d'embarquer un journaliste du Monde, Jay Diamac, en expédition en Seine-et-Marne, dans le 77, de Paris. Ils ont pris 2 RER, ils ont marché 20 minutes, et puis... ni vu ni connu, se sont faufilés dans une splendide propriété, un vieux château.
qu'Antoine avait repéré sur Google Maps. Alors l'endroit aurait appartenu au roi du Maroc et Antoine ressent un immense plaisir en lançant sa ligne dans l'étang. C'est un peu comme si on pêchait dans les jardins de Versailles, dit-il. Et puis c'est facile parce que dans ces lieux que chacun garde secret, vous savez, on ne dévoile pas ces spots, on fait attention aux crabes. Les crabes, c'est surnom des voleurs de spots. Bref, dans ces lieux, comme les poissons, ils croisent absolument jamais personne, eh ben, ils sont terriblement naïfs et faciles à attraper. Alors attention, on les relâche. L'abus de faiblesse. Juste après le gangsta fishing, comme souvent désormais la pêche chez les jeunes adeptes, c'est du no-kill. On ne tue pas. À la limite, on peut faire une photo souvenir qu'on peut poster ensuite sur les réseaux sociaux en précisant, si elle est impressionnante, la taille du poisson. Cet Antoine, il fait partie des Mad Boys, un groupe de pêcheurs passionnés qui sont des anciens graffeurs transformés en Mad Boys Fishing il y a une petite décennie. C'est très intéressant parce que le monde raconte que ces deux pratiques, le graffiti et la pêche sauvage, se ressemblent en fait beaucoup. Il faut savoir se faufiler dans des endroits interdits. Ça peut être en ville, ça peut être dans des endroits plus ruraux. Et puis il faut prouver son exploit, afficher fièrement le résultat de son expédition. Donc, que ce soit à la bombe ou au hameçon, il y a cet même esprit. La petite différence, quand même, c'est le risque. Le gangsta pêcheur, il se prend au maximum une amende par le garde-pêche. Le graffiti est sanctionné bien plus sévèrement. Alors, bien sûr, le Monde est allé voir la Fédération française de pêche pour avoir un avis sur cette pratique illégale, dont le nombre d'adeptes reste très flou. Peut-être quelques centaines de gangsters, on n'en sait trop rien. La Fédération a répondu qu'elle s'inquiétait de l'effet sur les propriétaires d'étangs. En fait, ils se demandent si, à force d'intrusion dans leur domaine, ces propriétaires vont se mettre à rechigner, à louer leur plan d'eau aux pêcheurs dans les clous. C'est peut-être un peu alarmiste. Je finis comme Xavier Mauduit. Sachons raison garder sur les gardons. C'est bien. Magnifique. Merci à tous. On se retrouve demain avec les hameçons, les lignes et tout ce qui va avec, à 20h05. Tchuss.